Bonsoir. Bon, alors maintenant on se connaît bien. En tout cas, vous connaissez bien en théorie. Alors, je peux vous poser une question un peu personnelle? Si vous répondez pas oui à cette question un peu personnelle, la deuxième risque d'être un peu plus compliquée. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit? Rien? Allez, dites-le tous ensemble, ce sera moins humiliant. Et qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit? J'entends... Ouais, détective privé, policier, danseur. J'imagine d'autres choses, mais je suis un petit peu sourde, et puis j'ai un retour très fort. Eh ben moi, quand j'étais petite, puisque vous me posez la question, je disais que je serais chanteuse, écrivain, photographe, voyageuse. Ce à quoi mes parents répondaient « C'est super ma chérie, et puis tu trouveras un vrai métier aussi ». Alors j'ai failli les écouter parce que, en terminale, je me suis dit « Mais quelle école il faut faire pour être chanteur, écrivain, photographe, voyageur ?» Je suis allée voir un conseiller d'orientation qui m'a fait faire une batterie de tests. Et il est arrivé à une conclusion formelle. Il m'a dit « Vous adorez voyager, vous aimez les langues, vous aimez entreprendre. Faites une école de commerce, mademoiselle. » Alors, j'y avais pas tellement pensé, mais j'ai passé le concours, je suis rentrée, puis je me suis bien intégrée. C'est même le mot qu'on emploie là-bas, être bien intégrée. Tellement bien intégrée que j'ai fait un premier stage chez L'Oréal. Je vendais des déodorants dans les supermarchés du Grand Ouest. C'était super. Et puis, ça s'est tellement bien passé qu'ils m'ont dit « l'année prochaine, si tu veux, tu fais un autre stage chez nous et tu seras chef des vendeurs de déodorants dans le Grand Ouest. » Et puis, si ça s'était encore bien passé, je serais allée au siège, ça s'appelle. Et j'aurais été en charge de tous les vendeurs de déodorants de la France. Et j'étais à 2 doigts d'accepter, mais j'ai eu un accident de voiture quand j'avais 20 ans. On parlait beaucoup tout à l'heure, on a beaucoup parlé ce soir de déclic pour oser changer les choses. Moi, j'ai eu cet accident qui était finalement la meilleure chose qui me soit arrivée. Même si du coup, L'Oréal a dû se passer de moi ou moi de lui, c'est selon. Parce que j'ai réalisé qu'il ne me restait peut-être pas encore 60 ans pour réaliser mes rêves d'enfant. Quand t'as 20 ans, le sentiment de finitude n'existe pas vraiment. J'avais l'impression que je pourrais faire les choses plus tard. Et je suis sûre que ça vous est arrivé à vous souvent de dire « je ferai ça plus tard, après les études, après les enfants, après l'appartement, après la retraite ». Et puis un jour, on regarde derrière et on se dit « j'aurais pu faire ça, j'aurais pu être pompier, j'aurais pu être détective privé ». Sauf que, on a préféré reporter, on a reculé. On s'est dit « après », et puis on a préféré pas toucher au rêve pour pas risquer de le fissurer. On n'aime pas beaucoup l'échec, particulièrement pas en France. Il y en a peut-être certains qui ont vécu, qui savent comment ça fonctionne aux États-Unis. Là-bas, on écrit ses échecs sur son CV. On dit « j'ai voulu passer une thèse, mais je l'ai pas terminée. J'ai monté une start-up, mais elle a coulé. » Les employeurs considèrent que c'est pas grave, que ça fait partie de ton cursus, que parce que tu as su dépasser ça, d'une, tu referas pas les mêmes erreurs, et de deux, ça prouve que tu as une force de caractère parce que tu as su rebondir là-dessus et continuer. Après cet accident, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire, toi, pour pas remettre à plus tard? Alors, j'ai commencé par aller voir ailleurs ce que faisaient d'autres femmes pour ne pas attendre le déclic, pour oser se lancer dans la réalisation de leurs projets. J'ai monté un projet qui s'appelle 81 femmes. Je suis allée rencontrer 81 femmes nées en 81. Vous connaissez mon âge, on en reparlera après. Des femmes qui ont donc le même âge, mais qui sont très différentes, parce qu'elles cultivent leur domaine d'activité propre. On est allé rencontrer des artistes, des sportifs de haut niveau, des leaders politiques, des femmes qui, malgré des contextes parfois difficiles, réalisent leurs rêves.
Salut à toutes et tous, bienvenue sur Job Radio, bienvenue dans les idées nettes. On a aujourd'hui David Bernard avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur général et vous êtes également le fondateur d'Assess First, c'est ça? C'est ça, absolument. Et vous avez à la base un diplôme de psychologie du travail? Oui, c'est ça. Ouais, j'ai commencé en psychologie clinique, à vrai dire, et je me suis respécialisé par la suite en psychologie du travail. Il va falloir nous raconter ça. Assess First, assessment en anglais, c'est quoi? C'est l'évaluation? Exactement, en fait, c'est tout ce qui a trait à l'évaluation plus particulièrement l'évaluation du potentiel des individus. D'accord. Alors vous avez une promesse qui est bien écrite sur votre site. Ouais. Recruter des personnalités, pas des CV. Alors présentez-nous un peu votre entreprise rapidement. C'est quoi? Exactement. Alors, Assess First, en fait, c'est une société que j'ai cofondée avec un ami d'enfance, donc Alexis Teplitsky, en 2002. Donc, à la base, on s'est positionné plutôt en tant qu'éditeur de tests très classiques, hein, c'est-à-dire qu'on a développé des tests qui permettaient d'évaluer tout ce qui a trait à ce qu'on appelle les soft skills. Donc, faut expliquer. Alors, c'est ce qu'on entend par soft skills, ce sont les compétences comportementales. D'accord. Donc, c'est tout ce qui n'est pas compétences techniques, c'est-à-dire qui va plutôt être du ressort de l'évaluation de la personnalité, des motivations, des capacités intellectuelles des candidats. Et donc, c'est vrai qu'au départ, on était dans une approche qui était une approche qu'on appelle très descriptive. C'est-à-dire qu'en gros, on avait des tests que les recruteurs pouvaient faire passer aux candidats. Ensuite, ils récupéraient un rapport qui décrivait simplement le mode de fonctionnement des personnes. Dès 2012, donc un peu comme tout le monde, on a vu arriver la déferlante de big data, prédictif, analytics. Et là, on y a vu une vraie opportunité. On s'est dit, en gros, le big data et le prédictif a transformé à peu près tous les pans de l'entreprise, hein, qui étaient passés par le domaine de la finance, du marketing, du commercial, de l'audit et autres, sauf dans le domaine des ressources humaines. Donc on s'est dit, au vu de toute l'information qu'on arrive à recueillir concernant à la fois les candidats, mais aussi les collaborateurs des entreprises, c'est dommage simplement de s'arrêter à un constat descriptif. Il faudrait qu'on aille jusqu'à faire une prédiction, c'est-à-dire être capable de dire, à partir de l'évaluation d'une personne, prédire deux choses. Un, sa capacité à réussir en poste, et deux, sa capacité à être heureuse, épanouie, tout simplement. Il y a trois aspects auxquels il faut être particulièrement attentif lorsqu'on recrute une personne. C'est recruter une personne qui sera en capacité de faire les tâches, les missions qu'on souhaite lui confier. Donc, voilà, ça, c'est son savoir-faire. C'est son savoir-faire. Ensuite, recruter une personne qui saura faire ça dans le cadre d'une équipe en particulier. Donc, généralement, il y a un manager qui est en place, d'autres personnes qui sont en place. Et le troisième aspect, c'est ne pas oublier également le fit avec la culture d'entreprise. C'est-à-dire, je peux recruter une personne qui peut faire le job, qui peut s'entendre avec les personnes avec lesquelles elle va travailler, mais si jamais elle n'est pas raccord par rapport à ses valeurs personnelles vis-à-vis de la mission de l'entreprise, des valeurs qui fondent l'ADN d'une entreprise, ça ne pourra pas marcher sur le long terme. Alors, votre solution, puisque c'est une solution en fait, elle a deux cibles particulières. Enfin, une particulière, c'est les entreprises, évidemment, tout à fait. Votre site internet, mais également le grand public qui peut s'auto-évaluer. C'est un peu ça? C'est quoi concrètement s'auto-évaluer? Ça veut dire connais-toi toi-même? C'est un peu de la philo? Ouais, c'est connais-toi toi-même. Ça va passer par trois petits questionnaires. Hein. C'est assez rapide, 10 minutes par questionnaire environ. Donc le premier permet de faire le point sur tout ce qui a trait, on va dire, au mode de fonctionnement intellectuel. C'est-à-dire l'idée là, ça va vraiment de comprendre quelle est la capacité à apprendre de la personne. Est-ce qu'elle aura des facilités pour acquérir rapidement, facilement, nouvelles connaissances, nouvelles compétences? Donc là, c'est ce que je peux faire. Ensuite, un deuxième questionnaire qui s'appelle Drive, qui permet d'évaluer les motivations. Donc là, on ne va pas chercher à savoir est-ce que la personne est motivée ou pas en soi, mais on va vraiment chercher à comprendre quels sont ses besoins fondamentaux. Qu'est-ce qui va mettre cette personne en mouvement? Sachant qu'on peut tous être capables d'être motivés, mais on ne sera pas tous motivés par les mêmes choses. Donc Brain sur les capacités intellectuelles, Drive sur les motivations, et Shape qui va permettre de faire le point sur les aspects plutôt liés à la personnalité de l'individu. Donc pour bien comprendre en gros quels sont les comportements qu'une personne aura de fortes probabilités de présenter, que ce soit en situation normale ou en situation de tension, voire de stress. Laure Closier. Et ce matin, Michel a reçu un mail. Cher Michel, je vous contacte dans le cadre d'un projet commun, blablabla, n'hésitez pas à me recontacter. Amitié Jean-Pierre. Michel sort de ses gonds. Amitié? Non mais ça va pas, c'est le premier contact, on ne s'est jamais vu. Je suis extrêmement choquée par ce comportement totalement déplacé. Michel décide donc de se venger, il va littéralement humilier son interlocuteur en finissant son mail de réponse par « Je vous prie d'agréer monsieur l'expression de mes sentiments distingués ». En 2017, il faut être notaire pour encore utiliser des formules empoulées dans des mails pro, ça va le calmer.
Mais alors, quelle formule de politesse aurait dû employer l'interlocuteur de Michel pour être dans le bon ton? Le simple et impersonnel cordialement, le foufou bien cordialement, le carrément dingue bien à vous. À partir de quel niveau de proximité on peut passer du bien cordialement au bien à vous? Il faut avoir eu une conversation téléphonique, une réunion de visu, un déjeuner. C'est cornélien. Moi, j'ai trouvé la parade. Je finis toujours mes mails par belle journée. Lance Florence, Michel a un avis sur les gens qui écrivent belle journée à la fin des mails. Il pense tout simplement qu'il devrait aller pourrir en enfer. Ce sont les mots de Michel, hein. Vous savez qu'il manque de mesure. Mais quand même, sous couvert d'originalité et de bienveillance, le belle journée attaque parfois la crédibilité d'un mail pro. Dans le Figaro, le consultant en orthographe et grammaire française Jean-Renaud Plat explique qu'il y a 3 critères à prendre en compte quand on rédige ces formules de politesse: la personne à qui on s'adresse, la nature du propos et l'objet du mail. Pour lui, le belle journée est trop familier. Vous pouvez dire bonne journée, mais n'hésitez pas à le faire suivre d'un cordialement pour tempérer vos ardeurs. Un mot pour finir sur le bien à vous. Attention, précise le spécialiste, cette formule est de plus en plus usitée, mais elle peut être interprétée comme à votre service. Soyez donc bien sûr que c'est le sens de vos propos. Conclusion, Michel n'est pas un esclave, il ne dira plus jamais bien à vous. Par contre, il va intégrer le cordialement dans sa signature de mail, comme ça au moins, il sera tranquille. Salut à tous! Content de vous retrouver pour la suite de mes tutoriels comment se faciliter la vie en cours. Aujourd'hui, à la demande générale, la prise de notes. Alors, qu'on soit au collège, au lycée ou même dans les études supérieures, la prise de notes, c'est le nerf de la guerre. Tout simplement parce que les notes, c'est la matière première pour les révisions. Du coup, pour ceux qui n'aiment pas prendre de notes, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est qu'il n'y a pas encore d'appli pour faire ça à ta place. Et la bonne, c'est que ça s'apprend. Je vais vous donner des super techniques pour devenir super efficace. C'est parti! Alors, j'ai reçu une question de Marco qui demande « À quoi bon prendre des notes puisque je peux taxer celles des autres ?» En fait, c'est beaucoup moins efficace, parce que prendre des notes en cours, c'est déjà faire la moitié du taf. On mémorise beaucoup mieux en associant l'écoute, la vue et l'écrit. Quand on prend des notes, on est déjà dans la mémorisation sans même s'en rendre compte. Et donc, on prend de l'avance sur ses révisions. Deuxième question de Laura. Mon prof parle encore plus vite que toi, comment je fais? Alors 1, c'est vrai que je parle un petit peu vite. Et 2, surtout, il ne faut pas noter tout ce que dit le prof. Déjà parce que ce qu'il dit est impossible à suivre, et surtout, toutes les informations n'ont pas la même importance. Et justement, prendre des notes, c'est conserver uniquement l'important. Heureusement, les profs laissent souvent traîner de gros indices sur ce qui est important. Quand le prof annonce le plan du cours, ça, on note. Quand il insiste sur les notions clés et les définitions importantes, ça, on note. Quand il répète ce qu'il faut retenir ou quand il fait un récap, ça, on note. Quand il parle à 2 à l'heure ou quand il répète 4 fois la même chose avec 4 formulations différentes, ça, on note. Quand il dit « ça, on note », ça, on note. Et quand il raconte ce qu'il a mangé la veille ou quand il a des souvenirs de quand il avait ton âge, ça, non, ça, c'est pas la peine. Bon, maintenant, pour développer sa technique, la première chose à faire, c'est de s'organiser. Déjà, c'est une bonne idée de commencer par indiquer la date, la matière et l'intitulé du cours. Et de numéroter les pages, histoire de s'y retrouver. Ensuite, tu peux faire apparaître le plan du cours pour être sûr de suivre. Un bon truc aussi, c'est d'aérer entre les lignes, pour pouvoir ajouter des notes si besoin. On peut aussi utiliser des couleurs pour hiérarchiser les informations. Par exemple, quand c'est super important, je l'écris ou je le surligne, en rouge, ou noir, ou vert, ou bleu, ou n'importe quelle autre couleur. Ensuite, il faut simplifier l'écriture. Là encore, le risque, c'est de se noyer en écrivant des phrases complètes et des mots entiers. Par exemple, on peut supprimer tous les déterminants des phrases. Ce qui est important, c'est d'utiliser des abréviations ou même des symboles. Pour ça, il n'y a pas de règle. On peut s'inspirer des abréviations connues ou constituer son petit lexique perso. Par exemple, les abréviations de maths sont pas mal utiles. Genre les signes pour inférieur à, supérieur à, appartient à, égal, etc.
Le secret d'une bonne abréviation, c'est que tu dois pouvoir la comprendre tout de suite. Et enfin, ces abréviations, elles ne doivent pas pouvoir être source de confusion. Quand tu écris culture Rome, R-O-M, tu parles de quoi? Culture romaine? Culture romanesque? Culture romantique? Culture romane? Tu vois, il y a plein de choix possibles. Utilise un code que tu pourras relire dans 6 mois. Et pas un code secret. Ensuite, pense à réutiliser tes notes. Prendre des notes et ne pas s'en servir, c'est comme si t'écrivais le meilleur tweet de ces 6 derniers mois et que tu le postais pas. S'il y a une technique qui fait vraiment la différence, c'est de prendre le temps de relire ses notes le soir même. Oui, je sais, c'est pas le programme rêvé quand on rentre de cours. Bon, en fait, ça prend quoi? 20, 40 minutes? C'est pas marrant, mais ça fait prendre une énorme avance sur les révisions. Pourquoi? Parce que c'est encore frais dans ta tête. Alors que 5 mois plus tard, c'est un peu plus compliqué déjà. Ensuite, pour les révisions, l'idée c'est de retrouver ces notes. Que vous utilisiez un cahier ou un classeur, débrouillez-vous pour organiser vos notes par matière et par date et les ranger quelque part où vous saurez les retrouver. C'est peut-être évident, mais ça va mieux en le disant. Allez, un petit récap, à prendre en note bien sûr. 1. Le secret d'une bonne prise de notes, c'est noter ce qui est important uniquement. 2. Simplifier les phrases et utiliser des abréviations compréhensibles. 3. Organiser proprement ses notes avec date, matière, intitulé, plan. 4. Relire ses notes le soir même. Et 5. Classer ses notes de manière à les retrouver facilement. Ben voilà, on a fait le tour. Si t'es là pour les révisions, courage et force à toi. Ciao tout le monde! Échanger le costume cravate ou le tailleur contre un short et des baskets pour faire du sport, c'est maintenant possible dans un grand nombre d'entreprises. D'après une enquête publiée aujourd'hui, 25% des salariés ont accès à plusieurs activités sportives sur leur lieu de travail et 10% d'entre eux en pratiquent au moins une, tandis que 35% des salariés sont demandeurs, même si cela n'est pas encore proposé dans leur entreprise. Pour mieux comprendre ce phénomène qui séduit de nombreux salariés, nous avons interrogé les employés d'un groupe d'assurance situé près de Paris qui dispose d'une salle de sport sur leur lieu de travail depuis déjà 14 ans. Je fais du sport 2 fois par semaine. Ça me permet de me défouler, surtout quand la journée a été stressante. En général, je profite de ma pause déjeuner pour faire un peu de sport. Ça m'aide à être efficace tout au long de la journée. Avant, quand je n'avais pas la possibilité d'en faire, je prenais beaucoup plus de pauses pour pouvoir déconnecter. Les motivations avancées par ces deux employés ne sont pas les seules qui permettent d'expliquer le succès de la pratique d'activités sportives dans les entreprises. En effet, d'après l'étude publiée aujourd'hui, le sport permettrait également aux salariés de renforcer leur esprit d'équipe. Alors, s'il est aujourd'hui normal de faire du sport sur son lieu de travail, ça n'a pas toujours été le cas, comme nous l'explique Hélène Rocard, qui s'occupe d'un programme de prévention santé chez l'assureur. Avant, quand on voyait une personne qui allait faire du sport pendant sa pause déjeuner, elle était malheureusement souvent considérée comme quelqu'un qui n'était pas très sérieux. De nos jours, quelqu'un qui fait du sport, c'est quelqu'un qui pense à son bien-être. Ça commence à être plutôt bien perçu par tout le monde. Aujourd'hui, le sport en entreprise a même sa propre fédération. Elle regroupe 2000 sociétés pour 40 000 salariés. Mais tous les salariés n'ont pas la chance de pouvoir faire du sport sur leur lieu de travail. Ils sont 3 fois plus nombreux à pouvoir le faire dans les grosses entreprises qui ont suffisamment d'argent pour aménager des espaces et des douches que dans les petites et moyennes entreprises. Cependant, d'après Édouard Cos, le responsable de la salle de sport chez l'assureur parisien, il ne faut pas grand-chose pour favoriser cette pratique. Les entreprises qui ne disposent pas de place suffisante pour installer une salle de sport peuvent parfaitement proposer à leurs salariés de commencer la journée par un échauffement musculaire ou de simples exercices de relaxation qui apportent également de nombreux bénéfices. Bonsoir. Bon, alors maintenant on se connaît bien. En tout cas, vous connaissez bien en théorie. Alors, je peux vous poser une question un peu personnelle? Si vous répondez pas oui à cette question un peu personnelle, la deuxième risque d'être un peu plus compliquée. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit? Rien? Allez, dites-le tous ensemble, ce sera moins humiliant. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit?
J'entends... Ouais, détective privé, policier, danseur... J'imagine d'autres choses, mais je suis un petit peu sourde, et puis j'ai un retour très fort. Eh ben moi, quand j'étais petite, puisque vous me posez la question, je disais que je serais chanteuse, écrivain, photographe, voyageuse. Ce à quoi mes parents répondaient « C'est super ma chérie, et puis tu trouveras un vrai métier aussi ». Alors j'ai failli les écouter parce que, en terminale, je me suis dit « Mais quelle école il faut faire pour être chanteur, écrivain, photographe, voyageur ?» Je suis allée voir un conseiller d'orientation qui m'a fait faire une batterie de tests. Et il est arrivé à une conclusion formelle. Il m'a dit « Vous adorez voyager, vous aimez les langues, vous aimez entreprendre. Faites une école de commerce, mademoiselle. » Alors, j'y avais pas tellement pensé, mais j'ai passé le concours, je suis rentrée, puis je me suis bien intégrée. C'est même le mot qu'on emploie là-bas, être bien intégrée. Tellement bien intégrée que j'ai fait un premier stage chez L'Oréal. Je vendais des déodorants dans les supermarchés du Grand Ouest. C'était super. Et puis, ça s'est tellement bien passé qu'ils m'ont dit « l'année prochaine, si tu veux, tu fais un autre stage chez nous et tu seras chef des vendeurs de déodorants dans le Grand Ouest. » Et puis, si ça s'était encore bien passé, je serais allée au siège, ça s'appelle. Et j'aurais été en charge de tous les vendeurs de déodorants de la France. Et j'étais à 2 doigts d'accepter, mais j'ai eu un accident de voiture quand j'avais 20 ans. On parlait beaucoup tout à l'heure, on a beaucoup parlé ce soir de déclic pour oser changer les choses. Moi, j'ai eu cet accident qui était finalement la meilleure chose qui me soit arrivée. Même si du coup, L'Oréal a dû se passer de moi ou moi de lui, c'est selon. Parce que j'ai réalisé qu'il ne me restait peut-être pas encore 60 ans pour réaliser mes rêves d'enfant. Quand t'as 20 ans, le sentiment de finitude n'existe pas vraiment. J'avais l'impression que je pourrais faire les choses plus tard. Et je suis sûre que ça vous est arrivé à vous souvent de dire « je ferai ça plus tard, après les études, après les enfants, après l'appartement, après la retraite ». Et puis un jour, on regarde derrière et on se dit « j'aurais pu faire ça, j'aurais pu être pompier, j'aurais pu être détective privé ». Sauf que, on a préféré reporter, on a reculé. On s'est dit, après, et puis on a préféré pas toucher au rêve pour pas risquer de le fissurer. On n'aime pas beaucoup l'échec. Particulièrement pas en France. Il y en a peut-être certains qui ont vécu, qui savent comment ça fonctionne aux États-Unis. Là-bas, on écrit ses échecs sur son CV. On dit, j'ai voulu passer une thèse, mais je l'ai pas terminée. J'ai monté une start-up, mais elle a coulé. Les employeurs considèrent que c'est pas grave, que ça fait partie de ton cursus, que parce que tu as su dépasser ça, d'une, tu referas pas les mêmes erreurs, et de 2, ça prouve que tu as une force de caractère parce que tu as su rebondir là-dessus et continuer. Après cet accident, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire, toi, pour pas remettre à plus tard ? Alors, j'ai commencé par aller voir ailleurs ce que faisaient d'autres femmes pour ne pas attendre le déclic, pour oser se lancer dans la réalisation de leurs projets. J'ai monté un projet qui s'appelle 81 femmes. Je suis allée rencontrer 81 femmes nées en 81. Vous connaissez mon âge, on en reparlera après. Des femmes qui ont donc le même âge, mais qui sont très différentes parce qu'elles cultivent leur domaine d'activité propre. On est allé rencontrer des artistes, des sportifs de haut niveau, des leaders politiques, des femmes qui, malgré des contextes parfois difficiles, réalisent leurs rêves. Salut à toutes et tous, bienvenue sur Job Radio, bienvenue dans les idées nettes. On a aujourd'hui David Bernard avec nous, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur général et vous êtes également le fondateur d'Assess First, c'est ça ? C'est ça, absolument. Et vous avez à la base un diplôme de psychologie du travail ? Oui, c'est ça. Ouais, j'ai commencé en psychologie clinique, à vrai dire, et je me suis respécialisé par la suite en psychologie du travail. Il va falloir nous raconter ça. Assess First, assessment en anglais, c'est quoi ? C'est l'évaluation ?
Exactement, en fait, c'est tout ce qui a trait à l'évaluation plus particulièrement l'évaluation du potentiel des individus. D'accord. Alors vous avez une promesse qui est bien écrite sur votre site. Recruter des personnalités, pas des CV. Alors présentez-nous un peu votre entreprise rapidement. C'est quoi ? Exactement. Alors, Assess First, en fait, c'est une société que j'ai cofondée avec un ami d'enfance, donc Alexis Teplitsky, en 2002. Donc, à la base, on s'est positionné plutôt en tant qu'éditeur de tests très classiques, c'est-à-dire qu'on a développé des tests qui permettaient d'évaluer tout ce qui a trait à ce qu'on appelle les soft skills. Donc, faut expliquer. Alors, c'est ce qu'on entend par soft skills, ce sont les compétences comportementales. Donc, c'est tout ce qui n'est pas compétences techniques, c'est-à-dire qui va plutôt être du ressort de l'évaluation de la personnalité, des motivations, des capacités intellectuelles des candidats. Et donc, c'est vrai qu'au départ, on était dans une approche qui était une approche qu'on appelle très descriptive. C'est-à-dire qu'en gros, on avait des tests que les recruteurs pouvaient faire passer aux candidats. Ensuite, ils récupéraient un rapport qui décrivait simplement le mode de fonctionnement des personnes. Dès 2012, donc un peu comme tout le monde, on a vu arriver la déferlante de big data, prédictif, analytics. Et là, on y a vu une vraie opportunité. On s'est dit, en gros, le big data et le prédictif a transformé à peu près tous les pans de l'entreprise, qui étaient passés par le domaine de la finance, du marketing, du commercial, de l'audit et autres, sauf dans le domaine des ressources humaines. Donc on s'est dit, au vu de toute l'information qu'on arrive à recueillir concernant à la fois les candidats, mais aussi les collaborateurs des entreprises, c'est dommage simplement de s'arrêter à un constat descriptif. Il faudrait qu'on aille jusqu'à faire une prédiction, c'est-à-dire être capable de dire, à partir de l'évaluation d'une personne, prédire deux choses. Un, sa capacité à réussir en poste, et deux, sa capacité à être heureuse, épanouie, tout simplement. Il y a 3 aspects auxquels il faut être particulièrement attentif lorsqu'on recrute une personne. C'est recruter une personne qui sera en capacité de faire les tâches, les missions qu'on souhaite lui confier. Donc, ça, c'est son savoir-faire. C'est son savoir-faire. Ensuite, recruter une personne qui saura faire ça dans le cadre d'une équipe en particulier. Donc, généralement, il y a un manager qui est en place, d'autres personnes qui sont en place. Et le troisième aspect, c'est ne pas oublier également le fit avec la culture d'entreprise. C'est-à-dire, je peux recruter une personne qui peut faire le job, qui peut s'entendre avec les personnes avec lesquelles elle va travailler, mais si jamais elle n'est pas raccord par rapport à ses valeurs personnelles vis-à-vis de la mission de l'entreprise, des valeurs qui fondent l'ADN d'une entreprise, ça pourra pas marcher sur le long terme. Alors, votre solution, puisque c'est une solution en fait, elle a 2 cibles particulières. Enfin, une particulière, c'est les entreprises, évidemment, tout à fait. Votre site internet, mais également le grand public qui peut s'auto-évaluer. C'est un peu ça ? C'est quoi concrètement s'auto-évaluer ? Ça veut dire connais-toi toi-même ? C'est un peu de la philo ? Ouais, c'est connais-toi toi-même. Ça va passer par 3 petits questionnaires, c'est assez rapide, 10 minutes par questionnaire environ. Donc le premier permet de faire le point sur tout ce qui a trait, on va dire, au mode de fonctionnement intellectuel. C'est-à-dire l'idée là, ça va vraiment de comprendre quelle est la capacité à apprendre de la personne. Est-ce qu'elle aura des facilités pour acquérir rapidement, facilement, nouvelles connaissances, nouvelles compétences ? Donc là, c'est ce que je peux faire. Ensuite, un deuxième questionnaire qui s'appelle Drive, qui permet d'évaluer les motivations. Donc là, on va pas chercher à savoir est-ce que la personne est motivée ou pas en soi, mais on va vraiment chercher à comprendre quels sont ses besoins fondamentaux. Qu'est-ce qui va mettre cette personne en mouvement ? Sachant qu'on peut tous être capables d'être motivés, mais on ne sera pas tous motivés par les mêmes choses. Donc Brain sur les capacités intellectuelles, Drive sur les motivations, et Shape qui va permettre de faire le point sur les aspects plutôt liés à la personnalité de l'individu. Donc pour bien comprendre en gros quels sont les comportements qu'une personne aura de fortes probabilités de présenter, que ce soit en situation normale ou en situation de tension, voire de stress. Laure Closier. Et ce matin, Michel a reçu un mail. Cher Michel, je vous contacte dans le cadre d'un projet commun, blablabla, n'hésitez pas à me recontacter. Amitié Jean-Pierre. Michel sort de ses gonds. Amitié ? Non mais ça va pas, c'est le premier contact, on ne s'est jamais vu. Je suis extrêmement choquée par ce comportement totalement déplacé. Michel décide donc de se venger, il va littéralement humilier son interlocuteur en finissant son mail de réponse par « Je vous prie d'agréer monsieur l'expression de mes sentiments distingués ». En 2017, il faut être notaire pour encore utiliser des formules empoulées dans des mails pro, ça va le calmer. Mais alors, quelle formule de politesse aurait dû employer l'interlocuteur de Michel pour être dans le bon ton ? Le simple et impersonnel cordialement, le foufou bien cordialement, le carrément dingue bien à vous. À partir de quel niveau de proximité on peut passer du bien cordialement au bien à vous ? Il faut avoir eu une conversation téléphonique, une réunion de visu, un déjeuner, c'est cornélien. Moi, j'ai trouvé la parade, je finis toujours mes mails par « belle journée ». Lance Florence, Michel a un avis sur les gens qui écrivent « belle journée » à la fin des mails. Il pense tout simplement qu'il devrait aller
pourrir en enfer. Ce sont les mots de Michel, vous savez qu'il manque de mesure. Mais quand même, sous couvert d'originalité et de bienveillance, le Belle Journée attaque parfois la crédibilité d'un mail pro. Dans le Figaro, le consultant en orthographe et grammaire française Jean-Renaud Plat explique qu'il y a 3 critères à prendre en compte quand on rédige ces formules de politesse: la personne à qui on s'adresse, la nature du propos et l'objet du mail. Pour lui, le Belle Journée est trop familier. Vous pouvez dire bonne journée, mais n'hésitez pas à le faire suivre d'un cordialement pour tempérer vos ardeurs. Un mot pour finir sur le bien à vous. Attention, précise le spécialiste, cette formule est de plus en plus usitée, mais elle peut être interprétée comme à votre service. Soyez donc bien sûr que c'est le sens de vos propos. Conclusion, Michel n'est pas un esclave, il ne dira plus jamais bien à vous. Par contre, il va intégrer le cordialement dans sa signature de mail, comme ça au moins, il sera tranquille. Salut à tous! Content de vous retrouver pour la suite de mes tutoriels comment se faciliter la vie en cours. Aujourd'hui, à la demande générale, la prise de notes. Alors, qu'on soit au collège, au lycée ou même dans les études supérieures, la prise de notes, c'est le nerf de la guerre. Tout simplement parce que les notes, c'est la matière première pour les révisions. Du coup, pour ceux qui n'aiment pas prendre de notes, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est qu'il n'y a pas encore d'appli pour faire ça à ta place. Et la bonne, c'est que ça s'apprend. Je vais vous donner des super techniques pour devenir super efficace. C'est parti! Alors, j'ai reçu une question de Marco qui demande « À quoi bon prendre des notes puisque je peux taxer celles des autres ?» En fait, c'est beaucoup moins efficace, parce que prendre des notes en cours, c'est déjà faire la moitié du taf. On mémorise beaucoup mieux en associant l'écoute, la vue et l'écrit. Quand on prend des notes, on est déjà dans la mémorisation sans même s'en rendre compte. Et donc, on prend de l'avance sur ses révisions. Deuxième question de Laura. Mon prof parle encore plus vite que toi, comment je fais? Alors 1, c'est vrai que je parle un petit peu vite. Et 2, surtout, il ne faut pas noter tout ce que dit le prof. Déjà parce que ce qu'il dit est impossible à suivre, et surtout, toutes les informations n'ont pas la même importance. Et justement, prendre des notes, c'est conserver uniquement l'important. Heureusement, les profs laissent souvent traîner de gros indices sur ce qui est important. Quand le prof annonce le plan du cours, ça, on note. Quand il insiste sur les notions clés et les définitions importantes, ça, on note. Quand il répète ce qu'il faut retenir ou quand il fait un récap, ça, on note. Quand il parle à 2 à l'heure ou quand il répète 4 fois la même chose avec 4 formulations différentes, ça, on note. Quand il dit « ça, on note », ça, on note. Et quand il raconte ce qu'il a mangé la veille ou quand il a des souvenirs de quand il avait ton âge, ça, non, ça, c'est pas la peine. Bon, maintenant, pour développer sa technique, la première chose à faire, c'est de s'organiser. Déjà, c'est une bonne idée de commencer par indiquer la date, la matière et l'intitulé du cours. Et de numéroter les pages, histoire de s'y retrouver. Ensuite, tu peux faire apparaître le plan du cours pour être sûr de suivre. Un bon truc aussi, c'est d'aérer entre les lignes, pour pouvoir ajouter des notes si besoin. On peut aussi utiliser des couleurs pour hiérarchiser les informations. Par exemple, quand c'est super important, je l'écris ou je le surligne, en rouge, ou noir, ou vert, ou bleu, ou n'importe quelle autre couleur. Ensuite, il faut simplifier l'écriture. Là encore, le risque c'est de se noyer en écrivant des phrases complètes et des mots entiers. Par exemple, on peut supprimer tous les déterminants des phrases. Ce qui est important, c'est d'utiliser des abréviations ou même des symboles. Pour ça, il n'y a pas de règle. On peut s'inspirer des abréviations connues ou constituer son petit lexique perso. Par exemple, les abréviations de maths sont pas mal utiles. Genre les signes pour inférieur à, supérieur à, appartient à, égal, etc. Le secret d'une bonne abréviation, c'est que tu dois pouvoir la comprendre tout de suite. Et enfin, ces abréviations, elles ne doivent pas pouvoir être source de confusion. Quand tu écris culture Rome, R-O-M, tu parles de quoi? Culture romaine? Culture romanesque? Culture romantique? Culture romane? Tu vois, il y a plein de choix possibles. Utilise un code que tu pourras relire dans 6 mois. Et pas un code secret. Ensuite, pense à réutiliser tes notes. Prendre des notes et ne pas s'en servir, c'est comme si t'écrivais le meilleur tweet de ces 6 derniers mois et que tu le postais pas.
S'il y a une technique qui fait vraiment la différence, c'est de prendre le temps de relire ses notes le soir même. Oui, je sais, c'est pas le programme rêvé quand on rentre de cours. Bon, en fait, ça prend quoi? 20, 40 minutes? C'est pas marrant, mais ça fait prendre une énorme avance sur les révisions. Pourquoi? Parce que c'est encore frais dans ta tête. Alors que 5 mois plus tard, c'est un peu plus compliqué déjà. Ensuite, pour les révisions, l'idée c'est de retrouver ces notes. Que vous utilisiez un cahier ou un classeur, débrouillez-vous pour organiser vos notes par matière et par date et les ranger quelque part où vous saurez les retrouver. C'est peut-être évident, mais ça va mieux en le disant. Allez, un petit récap, à prendre en note bien sûr. 1. Le secret d'une bonne prise de notes, c'est noter ce qui est important uniquement. 2. Simplifier les phrases et utiliser des abréviations compréhensibles. 3. Organiser proprement ses notes avec date, matière, intitulé, plan. 4. Relire ses notes le soir même. Et 5. Classer ses notes de manière à les retrouver facilement. Ben voilà, on a fait le tour. Si t'es là pour les révisions, courage et force à toi. Ciao tout le monde! Échanger le costume cravate ou le tailleur contre un short et des baskets pour faire du sport, c'est maintenant possible dans un grand nombre d'entreprises. D'après une enquête publiée aujourd'hui, 25% des salariés ont accès à plusieurs activités sportives sur leur lieu de travail et 10% d'entre eux en pratiquent au moins une, tandis que 35% des salariés sont demandeurs, même si cela n'est pas encore proposé dans leur entreprise. Pour mieux comprendre ce phénomène qui séduit de nombreux salariés, nous avons interrogé les employés d'un groupe d'assurance situé près de Paris qui dispose d'une salle de sport sur leur lieu de travail depuis déjà 14 ans. Je fais du sport 2 fois par semaine. Ça me permet de me défouler, surtout quand la journée a été stressante. En général, je profite de ma pause déjeuner pour faire un peu de sport. Ça m'aide à être efficace tout au long de la journée. Avant, quand je n'avais pas la possibilité d'en faire, je prenais beaucoup plus de pauses pour pouvoir déconnecter. Les motivations avancées par ces deux employés ne sont pas les seules qui permettent d'expliquer le succès de la pratique d'activités sportives dans les entreprises. En effet, d'après l'étude publiée aujourd'hui, le sport permettrait également aux salariés de renforcer leur esprit d'équipe. Alors, s'il est aujourd'hui normal de faire du sport sur son lieu de travail, ça n'a pas toujours été le cas, comme nous l'explique Hélène Rocard, qui s'occupe d'un programme de prévention santé chez l'assureur. Avant, quand on voyait une personne qui allait faire du sport pendant sa pause déjeuner, elle était malheureusement souvent considérée comme quelqu'un qui n'était pas très sérieux. De nos jours, quelqu'un qui fait du sport, c'est quelqu'un qui pense à son bien-être. Ça commence à être plutôt bien perçu par tout le monde. Aujourd'hui, le sport en entreprise a même sa propre fédération. Elle regroupe 2000 sociétés pour 40 000 salariés. Mais tous les salariés n'ont pas la chance de pouvoir faire du sport sur leur lieu de travail. Ils sont 3 fois plus nombreux à pouvoir le faire dans les grosses entreprises qui ont suffisamment d'argent pour aménager des espaces et des douches que dans les petites et moyennes entreprises. Cependant, d'après Édouard Cos, le responsable de la salle de sport chez l'assureur parisien, il ne faut pas grand-chose pour favoriser cette pratique. Les entreprises qui ne disposent pas de place suffisante pour installer une salle de sport peuvent parfaitement proposer à leurs salariés de commencer la journée par un échauffement musculaire ou de simples exercices de relaxation qui apportent également de nombreux bénéfices.